La chambre d'Aurore baignait dans une lumière tremblante. 2 bougies brûlaient sur le secrétaire en acajou, projetant des ombres dansantes contre les murs tendus de soie ivoire. Dehors, la nuit de mars enveloppait Paris d'un silence lourd, à peine troublé par le roulement lointain d'une voiture sur les pavés mouillés. Aurore de Saint-Aubin était assise, le dos très droit, les mains posées à plat sur le bois froid du meuble. Elle portait encore sa robe de deuil, bien que 6 mois se fussent écoulés depuis la mort de son père. Le noir lui allait bien, disait-on dans les salons. Il accentuait la pâleur de son teint et l'éclat sombre de ses yeux. Mais ce soir, personne n'était là pour la regarder. Elle fixa la lettre devant elle. L'encre avait séché depuis 1 heure déjà, mais elle ne parvenait pas à la sceller. Les mots qu'elle avait tracés sur le papier vélin portaient en eux une vérité qu'elle n'aurait jamais dû confier à quiconque. Une supplication. Une tentative désespérée de négocier son propre destin. Son père, le vicomte de Saint-Aubin, était mort en laissant derrière lui une fortune en ruine et une dette considérable. Une spéculation foncière mal calculée, menée dans les derniers mois de sa vie, avait englouti ce qui restait du patrimoine familial. Aurore l'avait découvert 3 semaines après l'enterrement, en ouvrant les registres que le notaire lui avait remis avec un regard fuyant. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait simplement refermé le livre de comptes et compris ce qui allait suivre. Le mariage. Un mariage arrangé, négocié par son oncle maternel, avec un homme qu'elle n'avait rencontré qu'une seule fois. Un homme riche, veuf, 2 fois son âge, et dont le nom seul suffisait à éteindre toute lumière dans son regard. Edward de Montclair. Un financier sans scrupules, disait-on, mais un financier capable de couvrir les dettes de Saint-Aubin en échange d'un nom, d'une alliance et d'une épouse jeune et docile. Aurore avait accepté. Que pouvait-elle faire d'autre? Mais ce soir, dans le silence de sa chambre, elle avait écrit une lettre adressée à l'homme qui devait devenir son beau-frère. Armand de Rochemar, le frère cadet de Lucien, celui qui avait la réputation d'être un homme d'affaires avisé et discret. Elle lui demandait conseil. Elle lui exposait sa situation. Elle espérait, sans oser le formuler clairement, qu'il pourrait intervenir, ralentir les choses, trouver une autre solution. C'était une folie. Elle le savait, mais c'était aussi son dernier espoir. Elle prit enfin le cachet de cire, le fit chauffer au-dessus de la flamme et le pressa contre le pli de la lettre. Le sceau de Saint-Aubin s'imprima dans la cire rouge, un blason fier désormais vidé de son sens. Elle appela sa servante, une jeune fille discrète nommée Jeanne, et lui confia l'enveloppe avec des instructions précises. L'adresse était écrite au dos d'une écriture ferme. Hôtel de Rochemar, rue de Varennes, pour Monsieur Armand de Rochemar. Jeanne prit la lettre, fit une révérence et disparut dans le couloir sombre. Aurora rest soul. Elle souffla les bougies et s'allongea sur son lit sans se déshabiller. Le sommeil ne vint pas. Elle pensa à sa mère morte 10 ans plus tôt et au sacrifice qu'elle avait consenti pour maintenir le nom de Saint-Aubin à flot. Elle pensa aux femmes de sa lignée, toutes mariées par devoir, toutes silencieuses. Elle pensa à la lettre qui voyageait maintenant dans la nuit, portant avec elle une part de sa dignité et de son désespoir. Elle ne savait pas encore que Jeanne, dans l'obscurité du vestibule, avait mal lu l'adresse à la lueur d'une chandelle vacillante. Elle ne savait pas que la lettre ne parviendrait pas à Armand, mais à son frère aîné, Lucien de Rochemar, le duc. L'homme dont on disait qu'il avait tué un homme en duel et qu'il vivait désormais retiré du monde, rongé par le remords. Elle ne savait pas que tout allait basculer. Lucien de Rochemar reçut la lettre 3 jours plus tard, un matin gris de la fin mars. Il était dans son bureau, une pièce austère aux murs couverts de livres, située au 1er étage de l'hôtel particulier de la rue de Varennes. La lumière du jour peinait à traverser les rideaux de velours sombre. Une odeur de café froid flottait dans l'air. Il décacheta l'enveloppe sans y prêter attention. Il recevait peu de courriers, et encore moins de lettres personnelles. Depuis le duel, il s'était éloigné de la société parisienne. Il ne fréquentait plus les salons, ne participait plus aux réceptions. Il menait une vie solitaire partagée entre la lecture, la gestion de ses terres et de longues promenades nocturnes dans les jardins déserts. Mais dès qu'il déplia la lettre et qu'il lut les premiers mots, quelque chose se brisa en lui. L'écriture était fine, légèrement penchée, et portait en elle une tension palpable. Chaque mot semblait avoir été pesé, mesuré puis posé sur le papier avec une précision douloureuse. « Monsieur, je me permets de vous écrire dans une situation qui ne me laisse d'autre choix que de solliciter votre discrétion et votre conseil. Mon père, le vicomte de Saint-Aubin, est décédé il y a 6 mois, laissant derrière lui une dette considérable que je ne puis honorer. Un mariage a été arrangé pour moi avec Monsieur Édouard de Montclair afin de couvrir cette dette. Je ne connais pas cet homme. Je ne sais rien de lui, sinon ce que l'on murmure dans les salons, et ce que l'on murmure ne me rassure pas.
Je ne vous demande pas de m'en délivrer. Je sais que cela est impossible. Mais je vous demande, si vous le pouvez, de me dire la vérité sur cet homme. Je préfère savoir ce qui m'attend plutôt que de me laisser conduire aveuglément vers un destin que je ne maîtrise pas. Je vous prie de croire, monsieur, en ma reconnaissance et en ma discrétion absolue. Vicomtesse Aurora de Saint-Aubin. Lucien relut la lettre une fois, puis une seconde fois. Il la posa sur son bureau, se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. La pluie avait recommencé à tomber. Les pavés de la rue luisaient sous la lumière grise. Il connaissait Édouard de Montclair. Tout le monde le connaissait. Un homme sans honneur qui avait bâti sa fortune sur des spéculations douteuses et des alliances opportunistes. Un homme qui collectionnait les épouses jeunes et les abandonnait desquelles ne servaient plus ses intérêts. Lucien savait aussi que Montclair avait des dettes de jeu considérables et qu'il cherchait désespérément à redorer son blason par un mariage avantageux. Cette femme, Aurore de Saint-Aubin, allait être sacrifiée. Lucien retourna à son bureau, prit la lettre, la plia soigneusement et la glissa dans la poche intérieure de sa redingote. Il sentit le papier contre sa poitrine, léger et brûlant à la fois. Il prit une décision. Il ne répondrait pas par écrit. Il irait la voir. Il lui dirait la vérité. Et peut-être, s'il le pouvait, il l'aiderait. Il enfila son manteau, prit son chapeau, et sortit dans la pluie. La demeure des Saint-Aubin se trouvait dans le Marais, non loin de la place des Vosges. C'était une maison étroite, élégante mais discrète, coincée entre deux hôtels particuliers plus imposants. Les volets du premier étage étaient fermés. Une seule fenêtre au rez-de-chaussée laissait filtrer une lumière pâle. Lucien frappa à la porte. La pluie ruisselait sur son visage, trempait ses cheveux, alourdissait son manteau. Il attendit. La porte s'ouvrit. Une jeune servante apparut, tenant une chandelle. Elle le regarda avec méfiance. « Monsieur, je souhaite voir la vicomtesse de Saint-Aubin. C'est urgent. » La servante hésita, puis s'effaça pour le laisser entrer. Elle le conduisit dans un petit salon au rez-de-chaussée, faiblement éclairé par une lampe à huile posée sur une console. Les meubles étaient beaux, mais usés. Les rideaux, autrefois somptueux, étaient décolorés par le temps. « Je vais prévenir madame la vicomtesse, » dit la servante avant de disparaître. Lucien resta debout, ruisselant d'eau, au milieu de la pièce. Il sortit la lettre de sa poche et la tint entre ses mains. Elle était légèrement humide. Puis il entendit des pas dans l'escalier. Léger, hésitant. Aurore apparut sur le seuil. Elle portait une robe de chambre en laine sombre, fermée jusqu'au cou. Ses cheveux étaient défaits, retenus par un simple ruban. Elle était pieds nus. Ses yeux immenses et sombres se posèrent sur lui avec une expression mêlée de surprise et de terreur. Elle vit la lettre dans ses mains. Elle comprit immédiatement. « Ce n'est pas à vous que j'écrivais, dit-elle d'une voix blanche. » Lucien inclina légèrement la tête. « Je sais, mais c'est moi qui l'ai reçu. » Un silence tomba entre eux, lourd et chargé de sens. Aurore porta une main à sa gorge, comme pour retenir un cri. « Lucien Eni Bouheya. » Il la regardait avec une intensité qui la troubla. « Vous n'auriez pas dû venir, murmura-t-elle enfin. « Peut-être. Mais je suis là. » Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. Elle fit un pas vers lui. « Rendez-moi cette lettre. » Il ne répondit pas tout de suite. Il la regarda encore comme s'il cherchait à lire en elle quelque chose qu'elle ne disait pas. Puis il glissa lentement la lettre dans la poche intérieure de sa redingote, près de son cœur. Non, pas encore. Aurore sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'appuya contre le dossier d'un fauteuil. « Que voulez-vous de moi, Lucien Saban-Sadumpas ?» Sa voix était grave, posée, mais portait en elle une urgence contenue. « Je veux que vous sachiez la vérité sur l'homme que vous allez épouser. Je veux que vous compreniez ce que vous risquez. Et je veux, si cela est possible, vous aider à trouver une autre issue. » Aurora Lufixa, incredule. « Pourquoi feriez-vous cela? Vous ne me connaissez pas. » Lucien Sotint Son Regard. « Parce que j'ai lu votre lettre, et parce que je sais ce que c'est que de vivre avec un choix que l'on n'a pas fait. » Il y eut un nouveau silence. Aurore sentit quelque chose se briser en elle. Une digue fragile qu'elle maintenait depuis des mois céda brusquement. Elle baissa la tête et une larme roula sur sa joue. Lucianani Bouheapa. Il attendit. Il savait qu'il ne fallait pas la toucher, pas encore. Il savait qu'elle avait besoin de ce moment de faiblesse pour reprendre pied. Finalement, elle releva la tête et essuya son visage d'un geste brusque. « Très bien. Dites-moi ce que vous savez. » Lucien hocha la tête. Il retira son manteau trempé, le posa sur le dossier d'une chaise et s'assit en face d'elle. Elle resta debout, les bras croisés, sur la défensive. « Édouard de Montclair est un homme dangereux, commença-t-il d'une voix calme. Il a ruiné 2 femmes, avant vous. La première est morte en couche, seule, abandonnée dans une propriété isolée. La seconde vit recluse dans un couvent,
après avoir été accusé publiquement d'adultère. Une accusation fausse mais qui a suffi à briser sa réputation. Aurora blame. Et personne ne l'arrête. Il est riche. Il a the relations. Et surtout, il sait choisir ses victimes. Des femmes sans défense, sans famille influente, sans moyen de se protéger. Aurore ferma les yeux. Elle sentit la nausée monter en elle. Pourquoi me dites-vous cela? Pour me faire peur? Non, pour que vous sachiez. Elle rouvrit les yeux et le regarda avec une intensité nouvelle. Et que puis-je faire de cette vérité? Je n'ai pas le choix. La dette de mon père doit être payée. Si je refuse ce mariage, ma famille sera déshonorée. Le nom de Saint-Aubin sera détruit. Lucien se pencha légèrement en avant. Il existe d'autres moyens de payer une dette. Lesquels? Je peux racheter la dette. Aurore écarquilla les yeux. Vous, pourquoi feriez-vous cela? Lucien hésita, puis il dit simplement « parce que je le peux, et parce que je ne veux pas que vous soyez sacrifié à un homme comme lui ». Aurore recula d'un pas, comme si elle venait de recevoir un coup. Elle secoua la tête. « Non, je ne peux pas accepter cela. Ce serait de la charité. Ce serait de la justice. » Elle le fixa bouleversée. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Personne ne l'avait jamais regardée ainsi. Comme si elle avait de la valeur. Comme si elle méritait d'être sauvée. Elle détourna le regard, incapable de soutenir le sien plus longtemps. « Partez, monsieur, s'il vous plaît. » Lucien se leva lentement. Il reprit son manteau, le passa sur ses épaules. Puis il s'approcha d'elle si près qu'elle sentit la chaleur de son corps malgré le froid de la pièce. « Je reviendrai, dit-il doucement. Et quand je reviendrai, j'aurai une solution. » Il sortit sans attendre de réponse. Aurore resta seule, tremblante, au milieu du salon vide. Elle porta une main à sa poitrine, là où son cœur battait trop vite. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme, ce duc sombre et solitaire, était venu jusqu'à elle sous la pluie, portant sa lettre contre son cœur. Mais elle savait une chose. Quelque chose en elle avait changé. Lucien revint 3 jours plus tard. Cette fois, il ne frappa pas à la porte principale. Il envoya un mot discret, demandant à Aurore de le retrouver dans la bibliothèque de la maison, à la nuit tombée. Elle accepta. La bibliothèque était une petite pièce au fond du couloir du 1er étage. Les murs étaient couverts de livres anciens, hérités de générations de Saint-Aubin. L'air sentait le cuir et la poussière. Une seule lampe à huile éclairait la pièce, posée sur une table basse. Aurore l'attendait, assise dans un fauteuil près de la fenêtre. Elle portait une robe simple, en laine grise, et avait noué ses cheveux en un chignon strict. Elle semblait plus calme que lors de leur première rencontre, mais ses mains posées sur ses genoux tremblaient légèrement. Lucien Entresands Brute. Il portait une redingote sombre et tenait un dossier de papier sous le bras. Il s'assit en face d'elle, posa le dossier sur la table et la regarda en silence pendant un long moment. « J'ai étudié votre situation, dit-il enfin. La dette de votre père s'élève à 40 000 francs. C'est une somme importante, mais pas insurmontable. J'ai parlé à mon banquier. Je peux racheter cette dette et vous libérer de l'obligation de ce mariage. » Aurore secoua la tête. « Je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas accepter cela. Pourquoi? Parce que cela ferait de moi votre débitrice. Et je ne veux pas échanger une prison contre une autre. » Lucien sourit légèrement pour la première fois depuis leur rencontre. C'était un sourire triste, mais sincère. « Vous avez raison. Mais il existe une autre solution. » Laquelle? Vous pourriez vendre une partie des terres de Saint-Aubin. Pas tout. Juste assez pour couvrir la dette. Aurora Franca less sourcels. Mon oncle m'a dit que les terres ne valaient plus rien, qu'elles étaient hypothéquées. Votre oncle vous a menti. Aurora Lufixa, interdite. Quoi? Lucien ouvrit le dossier et en sortit plusieurs documents. Il les posa devant elle. J'ai fait vérifier les registres fonciers. Les terres de Saint-Aubin, situées en Normandie, sont libres de toute hypothèque. Elles valent au moins 60 000 francs. Votre oncle le sait. Mais il a intérêt à ce que vous épousiez Montclair. Montclair lui a promis une commission sur le mariage. Aurore sentit le sol se dérober sous elle. Elle prit les documents d'une main tremblante et les parcourut. Les chiffres étaient là noir sur blanc. Son oncle l'avait trahi. Elle leva les yeux vers Lucien, les larmes au bord des paupières. « Pourquoi faites-vous cela pour moi ?» Lucien ne répondit pas immédiatement. Il la regarda longuement, comme s'il cherchait les mots justes. « Parce que j'ai lu votre lettre, dit-il enfin. Et dans cette lettre, j'ai vu une femme qui refuse de se résigner. Une femme qui cherche la vérité, même si cette vérité est douloureuse. Cela m'a touché.
Il marqua une pause puis ajouta d'une voix plus basse, c'est parce que je sais ce que c'est que de vivre dans le mensonge. Aurore sentit quelque chose se briser en elle. Elle baissa la tête et laissa les larmes couler librement. Lucian Eni Buheya. Il attendit respectueux de son chagrin. Finalement, elle essuya son visage et releva la tête. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Que dois-je faire? Convoquez votre notaire. Demandez-lui de vérifier les registres. Confrontez votre oncle. Et si nécessaire, vendez les terres et le mariage. Rompez-le. Vous en avez le droit. Vous avez été trompé. Aurore hocha la tête lentement, puis elle tendit la main vers lui, par-dessus la table. Lucien hésita un instant, puis prit sa main dans la sienne. Elle était froide mais ferme. « Merci » murmura-t-elle. Lucien serra doucement sa main, puis la relâcha. Il se leva prêt à partir. Mais avant de franchir la porte, il se retourna. Aurore, c'était la première fois qu'il prononçait son prénom. Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Oui, vous n'êtes pas seul. » Il sortit. Aurore resta immobile, la main encore posée sur la table, là où la sienne avait reposé. Elle sentit une chaleur étrange monter en elle, une chaleur qu'elle n'avait jamais connue. Les jours suivants furent un tourbillon. Aurore convoqua le notaire, exigea de voir les registres fonciers, confronta son oncle. L'homme nia d'abord, puis, acculé par les preuves, finit par avouer. Il quitta la maison dans un fracas de portes claquées et de malédictions murmurées. Aurore vendit une partie des terres normandes. Pas toutes, juste assez pour couvrir la dette et conserver une rente modeste. Elle rompit les fiançailles avec Édouard de Montclair. L'homme menaça, tempêta, puis finit par accepter, comprenant qu'il n'avait plus aucun levier. Aurore était libre, mais cette liberté avait un prix. Les rumeurs commencèrent à circuler dans les salons parisiens. On disait qu'Aurore de Saint-Aubin avait rompu ses fiançailles de manière scandaleuse. On disait qu'elle avait été vue en compagnie du duc de Rochemar. On disait qu'elle était une femme sans honneur capable de briser un engagement pour suivre ses caprices. Aurora encaissa less coups and silence. Elle cessa de fréquenter les salons, de répondre aux invitations. Elle se retira dans sa maison du Marais et vécut dans une semi-réclusion. Mais Lucien, lui, continuait de venir. Il se voyait tard le soir, dans la bibliothèque. Il parlait de tout et de rien, de livres, de philosophie, de morale. Lucien lui prêtait des ouvrages rares, qu'elle dévorait avec avidité. Aurore lui parlait de sa mère, de son enfance, des rêves qu'elle avait abandonnés. Ils ne se touchaient jamais. Ils gardaient toujours une distance respectueuse. Mais quelque chose grandissait entre eux, quelque chose de profond et de dangereux. Un soir, alors qu'ils discutaient près de la fenêtre, Lucien cita une phrase exacte de la lettre qu'elle lui avait envoyée. « Je préfère savoir ce qui m'attend plutôt que de me laisser conduire aveuglément vers un destin que je ne maîtrise pas. » Aurora S. Figia. Elle le regarda stupéfaite. « Vous l'avez relu. » Lucien ne détourna pas les yeux. Plusieurs fois, Aurore sentit son cœur battre plus fort. Elle comprit alors que cette lettre, cette erreur, cette confusion n'était pas un accident. C'était le début de quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle s'approcha de lui, lentement. Leurs mains se frôlèrent en se croisant près du rebord de la fenêtre. Aucun d'eux ne bougea. Ils restèrent ainsi immobiles dans un silence chargé de sens. Puis Lucien recula d'un pas, il se fait tard. Je devrais partir. Aurore hocha la tête, incapable de parler. Il sortit comme toujours, sans un mot de plus. Mais cette nuit-là, Aurore ne dormit pas. Elle resta à la fenêtre, regardant la rue vide, se demandant ce qui se passait en elle, se demandant si ce qu'elle ressentait était de la gratitude, de l'admiration ou quelque chose de bien plus dangereux. Les semaines passèrent, les rumeurs enflèrent. Un jour, dans un salon de la rue Saint-Honoré, une duchesse fit un commentaire anodin sur Aurore de Saint-Aubin et Lucien de Rochemar. Un commentaire qui fut répété, amplifié, déformé. Bientôt, tout Paris parlait d'eux. On disait qu'ils étaient amants. On disait qu'Aurore avait séduit le duc pour échapper à son mariage. On disait qu'elle était une aventurière, une manipulatrice. Les conséquences furent immédiates. Une œuvre caritative liée au nom de Saint-Aubin qui aidait les orphelins du Marais perdit ses principaux donateurs. Les portes des salons se fermèrent définitivement à Aurore. Même les commerçants du quartier commencèrent à la regarder avec méfiance. Aurore encaissa tout cela avec une dignité silencieuse. Mais elle savait que cela ne pouvait pas durer. Elle savait que Lucien, en restant près d'elle, se compromettait lui aussi. Elle savait qu'il devait partir. Un soir, alors qu'il arrivait comme à son habitude, elle l'attendait dans le vestibule. Elle portait une cape sombre et tenait une lettre à la main. Pas la lettre qu'elle lui avait envoyée, une autre, qu'elle venait d'écrire. Lucien.
Il s'arrêta sur le seuil, surpris de la trouver là. « Aurore, qu'est-ce qui passait-il » Elle lui tendit la lettre. « Lisez ceci. » Il prit la lettre, l'ouvrit et lut en silence. Son visage se ferma progressivement. « Non, c'est... Aurore, vous ne pouvez pas me demander cela. Je ne vous demande rien. Je vous libère. » Lucien froissa la lettre dans sa main. « Vous ne comprenez pas si je comprends. Votre présence me détruit. Les gens parlent. Les œuvres charitables souffrent. Des innocents paient pour une faute que nous n'avons pas commise. Et vous pensez que mon départ changera quelque chose? Oui. Avec le temps, les rumeurs s'éteindront, mais si vous restez, elles ne feront que grandir. » Lucien la regarda longuement. Puis il dit d'une voix basse et douloureuse, « Et si je ne veux pas partir ?» Aurora sentit les larmes monter. Elle les retint de toutes ses forces. « Alors vous me condamnez ?» Lucien ferma les yeux. Il savait qu'elle avait raison. Il savait que sa présence, aussi pure fût-elle, était devenue un poison. Il rouvrit les yeux et la regarda une dernière fois. Puis sans un mot, il s'approcha d'elle. Il prit son visage entre ses mains, lentement, comme s'il craignait de la briser. Aurora ret in son souffle. Lucien se pencha vers elle et posa ses lèvres sur les siennes. Un baiser bref, conscient, délibéré. Pas un geste de passion débordante, mais un aveu silencieux, une promesse impossible. Puis il recula, laissa retomber ses mains et sortit sans se retourner. Aurore resta immobile dans le vestibule, la main posée sur ses lèvres, les larmes roulant enfin sur ses joues. Lucien quitta Paris le lendemain. Il partit pour l'Italie sans prévenir personne. Il laissa derrière lui une lettre pour son frère Armand, lui confiant la gestion de ses affaires. Il ne donna aucune explication. Il disparut simplement. Aurore, elle, retourna à sa vie de semi-réclusion. Elle cessa de lire les gazettes, de répondre aux lettres, de s'intéresser au monde extérieur. Elle vécut dans un silence volontaire, entourée de ses livres et de ses souvenirs. Les mois passèrent. L'automne céda la place à l'hiver, puis au printemps. Les rumeurs s'éteignirent progressivement, remplacées par d'autres scandales, d'autres histoires. Aurora Chanhea. Elle ne le remarqua pas immédiatement, mais ceux qui la connaissaient le virent. Elle se tenait plus droite, elle parlait avec plus d'assurance. Elle refusait désormais certaines exigences sociales qui autrefois lui semblaient incontournables. Elle avait appris quelque chose. Elle avait appris qu'elle pouvait survivre seule, qu'elle n'avait pas besoin d'un homme pour exister, qu'elle avait de la valeur, même sans mariage, même sans fortune, même sans approbation sociale. Elle avait appris à être libre. Mais cette liberté avait un goût amer, car elle savait qu'elle l'avait payé au prix d'un amour qu'elle n'avait jamais osé nommer. Le printemps suivant, Aurore reçut une lettre sans cachet, glissée sous sa porte pendant la nuit. Elle la trouva au petit matin, en descendant dans le vestibule. Elle reconnut immédiatement l'écriture. Elle ouvrit la lettre d'une main tremblante. « Aurore, je reviens, pas pour vous demander quoi que ce soit, pas pour troubler votre paix, mais parce que je dois vous dire la vérité, toute la vérité. Si vous acceptez de me voir, retrouvez-moi demain à l'aube dans la chapelle du domaine de Villemort, sur la route de Versailles. Si vous ne venez pas, je comprendrai, et je ne vous importunerai plus jamais. Lucien. » Aurore relut la lettre 3 fois, puis elle la plia soigneusement et la glissa dans la poche de sa robe. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta éveillée, assise près de la fenêtre, regardant les étoiles disparaître une à une dans le ciel pâlissant. À l'aube, elle monta dans une voiture de louage et se fit conduire à Villemort. La chapelle était une petite construction de pierre blanche, isolée au milieu d'un parc abandonné. Les arbres couverts de feuilles nouvelles bruissaient doucement dans le vent du matin. Le sol était encore humide de la pluie nocturne. Une odeur de terre mouillée et de lilas flottait dans l'air. Aurore descendit de la voiture et s'avança lentement vers la chapelle. La porte était entr'ouverte. Elle entra. Lucien était là, debout près de l'autel. Il portait une redingote sombre et avait les traits tirés, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Mais ses yeux, quand il la vit, s'illuminèrent d'une lueur intense. Aurore s'arrêta sur le seuil. Ils se regardèrent en silence pendant un long moment. Puis Lucien parla. « Merci d'être venu. » Aurore hocha la tête, incapable de parler. Lucien s'approcha d'elle, lentement, comme s'il craignait de la faire fuir. « Je vous dois la vérité, toute la vérité, pas seulement sur Montclair, mais sur moi. » Aurore sentit son cœur battre plus fort. « Je vous écoute. » Lucien inspira profondément, puis commença. « On dit que j'ai tué un homme en duel. C'est vrai. Mais on ne dit pas pourquoi. On ne dit pas que cet homme avait déshonoré mon frère cadet, Armand. On ne dit pas qu'Armand venait de perdre sa fiancée morte en couche et qu'il était au bord du suicide.
On ne dit pas que j'ai pris sa place dans ce duel pour le protéger, pour lui éviter de devenir un meurtrier. Aurore écarquilla les yeux. Vous avez pris sa place. Oui, j'ai provoqué cet homme en duel, je l'ai tué. Et j'ai laissé la société me condamner parce que c'était le prix à payer pour sauver mon frère. Aurora sentait les larmes monter. Pourquoi ne l'avez-vous jamais dit? Parce que si je l'avais dit, Armand aurait été déshonoré. On aurait su qu'il n'avait pas eu le courage de se battre lui-même. Je préférais porter ce poids seul. Aurore s'approcha de lui, les yeux brillants de larmes. Et vous avez vécu avec ce secret pendant toutes ces années? Oui. Jusqu'à ce que je lise votre lettre, ma lettre. Lucien sortit la lettre de sa poche intérieure. Elle était froissée, pliée et dépliée tant de fois qu'elle semblait sur le point de se déchirer. Dans cette lettre, vous disiez que vous préfériez savoir la vérité, même si elle était douloureuse. Vous disiez que vous refusiez de vivre aveuglément. Cela m'a touché, parce que moi j'ai vécu aveuglément pendant des années. J'ai accepté le mensonge, j'ai accepté la condamnation, et j'ai oublié ce que c'était que de vivre vraiment. Il marqua une pause puis ajouta d'une voix plus basse, « Vous m'avez rappelé ce que c'était. » Aurore sentit quelque chose se briser en elle. Elle s'avança encore jusqu'à être tout près de lui. Lucien, il la regarda, les yeux brillants. « Oui, je ne veux pas vivre dans le mensonge non plus. Que voulez-vous dire ?» Aurore prit une profonde inspiration. « Je veux dire que je vous aime, et que je refuse de le cacher. » Lucien ferma les yeux. Une larme roula sur sa joue. « Aurore, vous savez ce que cela signifie? » « Oui. Cela signifie que nous serons jugés, condamnés. » Exclus. « Et cela ne vous fait pas peur ?» Aurore sourit à travers ses larmes. « Si. Mais j'ai plus peur de vivre sans vous. » Lucien ouvrit les yeux. Il prit son visage entre ses mains comme il l'avait fait le soir de leur séparation. Mais cette fois, il ne la lâcha pas. Il l'attira contre lui et l'embrassa. Un baiser long profond, libérateur. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous deux en larmes. « Que faisons-nous maintenant » murmura Aurore. Lucien sourit. Nous vivons. Ils quittèrent la chapelle ensemble, main dans la main. Le soleil était levé, et le parc baignait dans une lumière dorée. Les lilas, épanouis après la pluie nocturne, embaumaient l'air d'un parfum sucré et entêtant. Aurore respira profondément. Elle sentit quelque chose en elle se relâcher. Une tension qu'elle portait depuis des années, depuis la mort de sa mère, depuis les dettes de son père, depuis le mariage imposé. Elle était libre, vraiment libre. Lucien la regarda et sourit. Puis il sortit la lettre de sa poche et la lui tendit. « Elle vous appartient. » Aurore prit la lettre, la regarda un instant, puis la plia soigneusement et la glissa dans la poche de sa cape. « Non, elle nous appartient. » Lucien hocha la tête. Puis il prit sa main et la serra doucement. Ils marchèrent ensemble vers la voiture, sous le regard bienveillant du soleil levant. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait. Ils ne savaient pas si la société les accepterait un jour. Mais ils savaient une chose. Ils avaient choisi la vérité, et cette vérité, aussi difficile fût-elle, était la seule chose qui valait la peine d'être vécue.